Petit décalage, c'était la bascule de la 1000e vidéo. Il me fallait un petit break, reprendre ça en main. Mais je le reprends vaillamment. Comme c'est parti, un livre par jour. On ne sait pas, 3, 4, 5, 6 fois. C'est parti. Puis ça n'empêchera pas les variations. Service de presse, atelier d'écriture. Le moral, il y est. J'en ai parlé dans le service de presse l'autre jour. Ça s'appelle Klonk. Je ne connaissais pas l'auteur, Pierre Barrault. On a échangé un petit peu depuis sur Facebook, B-A-2-R-A-U-L-T. Allez le suivre. Par contre, je connaissais l'éditeur, Louise Bottu. C'est une maison de Bordeaux, petite maison, mais avec un super beau catalogue et 20 ans de boulot derrière. Donc c'est à eux que je dois cet envoi. Et quand je l'ai déballé dans le service de presse, je l'ai ouvert au hasard. Et j'ai lu un texte, comme je fais souvent, et j'ai été sur le cul. Pourquoi ? Parce que ce fichu bouquin, c'est numéroté. Vous arrivez au bout avec 136 textes courts. Courts ou pas courts. Il y en a, ça fait 5 lignes. Il y en a, ils font 2-4 pages. Mais souvent, oui, c'est 53. Podostrogue ouvre un tiroir vide. Aussitôt le referme, l'ouvre une nouvelle fois. Le tiroir est à présent plein de volants de badminton. Au rythme, en conclut qu'ils sont sur la bonne piste. Et d'ailleurs, ces volants de badminton qui réapparaissent ou disparaissent, vous savez, c'est le jeu du Fortda avec les petits-enfants. Ils aiment tant ça. C'est une des choses dans ces 136 qui revient plusieurs fois. Ça s'entremêle comme des espèces de fils, de puzzles qui se chevauchent, s'entrecroisent, mais chaque texte est une histoire à part entière. Comme il y en a 136 et que ce bouquin, je suis littéralement, j'ai pas de mots pour dire ce que ça me fait, mais quand même il faut le dire, c'est à qui ça appartient la littérature fantastique? Comment on la renouvelle? Comment on la rejoue, la littérature fantastique? Là, c'est une tradition bien établie. C'est celle qu'on trouve chez Julio Cortázar. C'est celle où on manipule les mots. Et si on manipule les mots, le lien direct des mots à ce qu'ils désignent restant simple et évident, la manipulation se retourne sur le réel qui en prend toute une étrangeté. Le grand maître secret de tout ça, c'est bien évidemment Daniel Harms. On attend toujours la traduction complète de André Markovits. Alors régulièrement, de temps en temps, il nous arrive de ces livres, on ne sait pas d'où ils sortent. Je pense à Alice Popiol, Un élastique dans le dos. On attendrait bien un autre livre de cette fille. Ou Gwenaëlle Stube, la Belge, avec son Marxus, je sais pas quoi. Là encore, on serait un petit peu impatient d'en avoir. Alors Pierre Barrault, il a déjà écrit un bouquin, il y a des chances que ça continue. Juste rapide lecture, j'en ai choisi 5. Alors c'est des noms bizarres. Au début, ça a été ma réticence à son bouquin. Est-ce qu'on est obligé de croire à des noms aussi bizarres? Et comme ils se répètent, s'entrecroisent, s'entremêlent eux aussi, il y a une espèce d'effet hypnotique, rien, c'est des espèces de combinaisons de lettres. C'est le récit qui se replie et se noue dans une combinaison de lettres bizarroïdes, et on appelle ça personnage. Ben non, c'est simplement des locuteurs. 36. Kotor se rend régulièrement chez le commerçant le plus proche, qui se trouve être un fleuriste, pour y faire empailler les petits animaux qu'il capture dans son jardin. Et alors, la suite des événements peut varier. Ou bien le fleuriste, ne comprenant pas ce qu'il demande, lui tend un très joli bouquet, ou bien le frappe au visage à l'aide d'un couteau ou d'une paire de ciseaux. Ou bien lui désigne calmement la porte, ou bien se transforme en l'un des petits animaux que lui présente Kotor, ou bien se transforme en toute autre chose, ou bien se met à hurler, ou bien le menace d'appeler la police, ou bien le menace d'appeler l'Oxtor, ou bien se contente de ricaner, ou bien se met à parler sans plus pouvoir s'arrêter des fossettes qu'il a sur les mains. Kotor a parfois des fossettes sur les mains, la plupart du temps non, mais là par exemple, tel que vous le voyez, oui, ou bien empaille, sans faire d'histoire, l'animal qui lui est confié, ou bien le met en terre et l'arrose, ou bien tente désespérément de l'introduire dans un vase de toute évidence trop étroit.
Mais de toute façon, quelle que soit la réaction du fleuriste, les choses, étonnamment, se terminent toujours ainsi. Kotor se fâche et détruit tout dans la boutique. Si vous croyez que c'est facile à lire à haute voix, vous vous gourrez. J'essaye quand même. C'est comme un exercice de jonglage avec plein de bom, et puis de temps en temps, il y a le risque qu'il y en ait une qui tombe, mais on n'en fera pas tomber. 56. Condamné à l'isolement, une fois de plus. Mais Sustre ne se fait pas trop d'illusions. Il sait bien qu'il n'a pas lieu de se réjouir. On finira par le relâcher. On finit toujours par le relâcher. Tôt ou tard, il recevra la visite de Lockstor, qui viendra sans prévenir, selon son habitude, et prendra le petit air louche qu'il prend généralement pour annoncer à Sustre « Voilà, vous êtes libre !» et lui annoncera « Voilà, vous êtes libre !» Puis regardera à gauche, à droite, alors ajoutera plus bas « Navré de vous avoir fait attendre. J'ai été très pris ces temps-ci. » Là-dessus, il l'accompagnera jusqu'à la sortie, et une fois dehors, lui tapotera l'épaule afin d'en chasser la poussière, lui fera promettre de ne plus recommencer. Et Sustre, alors, sera bien forcé de mentir pour le rassurer. C'est sciemment qu'il se conduit mal. Même si c'est peine perdue, il a beau le savoir. Il a beau savoir que Lockstor n'a qu'un mot à dire pour qu'il soit aussitôt libéré, aussitôt reconduit à la boutique, dans le centre de Clonk, où l'on a le plus besoin de lui. Le rôle de Sustre n'y est pourtant pas essentiel, du moins Sustre n'a-t-il pas l'impression que son rôle soit essentiel. Il n'est qu'un simple réparateur de rasoir, 39 rue de la Croix-Morin. « Vous avez votre importance. Allons, lui répétera Lockstor. Vous êtes réparateur de rasoir depuis 1962. Ce n'est pas rien. Et cessez de vous dévaloriser. À la fin, c'est agaçant. Comprenez ce que vous voulez. » Moi, chaque fois que je le rouvre, je comprends autre chose. Clonk, donc, est une ville. C'est expliqué à la fin. Ogrim et Podostrog sont envoyés à Clonk. Par qui et pourquoi Perstop aussi est envoyé à Clonk. Pourquoi? Nous le saurons bien assez tôt, ou même pas. Mais il importe d'expliquer ceci dès maintenant. Clonk est un volume délimité, et la réalité de Clonk est entièrement contenue à l'intérieur de ce volume dont on ne voit que la surface, laquelle ne permet d'observer qu'une projection en 3 dimensions de la réalité de Clonk. Et même si personne ici ne songerait à s'en plaindre, force est de reconnaître que cela ne fonctionne pas très bien. Donc, quoi faire du théâtre, si le théâtre nous intéressait. 58. Ça, c'est au hasard. S'arrêtant sans raison particulière devant le 126 de la rue Pernin, Ogrim composa au hasard un code. Mais la porte resta fermée. Ce n'était pas le bon code. Il ouvrait sans doute une porte, il venait certainement, sans doute, d'ouvrir une porte, quelque part, mais pas ici. Pas celle-ci. Ogrim essaya donc un autre code. Au même moment, 2 voitures se percutèrent au bout de la rue. Podostrog déclara que c'était bien trop dangereux, et Ogrim jugea préférable de ne pas insister. Ils se remirent tous deux en marche. Autant dans celui juste avant, on pouvait reconnaître Kafka, vous savez, un condamné à mort dans sa cellule, arrive le bourreau avec ses poignards. Tu croyais que c'était un conte de fées, ben pas ici. Là, d'où ça sort? J'en sais rien. Et remarquez comme les noms de rues, autant Clonk n'est pas une ville, mais un volume, comme dans le légendaire Flatland des Anglais, les noms de rues pourraient parfaitement être celles de la moindre petite ville chez nous. 97. Estergom évoque son enfance au nord de Clonk. Une mouche vivait dans notre pourrissoir, une très grosse mouche qui avait au moins la taille d'un rat, peut-être même d'un chat. Il n'était pas question d'aller au jardin sans un bâton pointu, ni d'importuner l'animal durant son sommeil. Il avait déjà mangé la tête de mon père, et ma mère tenait à ce que mes sœurs et moi gardions les nôtres. Nous ne pouvions pas non plus déménager, car le monstrueux insecte l'aurait immédiatement su et se serait empressé de nous retrouver pour nous manger la tête. Lorsqu'il se trouvait à l'école, un enfant mal élevé,
Je me débrouillais après la classe pour l'attirer jusqu'au pourrissoir, où je le faisais tomber ensuite, et aussitôt sa tête était mangée, ce qui était bien fait. Je vais finir avec une page où il y a 4 textes. Pom, 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 pom. 46, 47, 48, 49. Les 4 sont très brefs. Rue Godel. Une femme brune mène à l'orphelinat 2 enfants, mais on voit bien qu'ils sont morts depuis un certain temps déjà. Peut-être y seront-ils acceptés malgré tout, ce qui arrive parfois. 47. Rue Côte. On entend des appels de klaxon ininterrompus, des portières qui claquent, des menaces, des insultes, comme lors d'un embouteillage. On ne voit en revanche aucun véhicule, tout au plus quelques piétons, et très éloignés les uns des autres. La rue est pour ainsi dire déserte. 48. Rue Mircox. Un homme se tient debout sur le trottoir, immobile et silencieux, puis il est remplacé par un lampadaire. 49. Rue Jean-Jean. Une petite fille chauve et moustachue hurle sur les passants. On entend très nettement à sa voix qu'il s'agit en fait d'un vieillard. Ça s'appelle Clonk. Il y a 136 fragments comme ça, d'où le fait que je me suis autorisé à en lire 5 à peu près. Je vous assure qu'on n'a vraiment pas souvent l'occasion de se mettre un truc comme ça, non pas sur ses étagères, mais dans son sac. Vous êtes dans les transports, n'importe, vous attendez votre truc qui est en retard, n'importe. Sortez Clonk. Et puis, je pense que d'ici peu, on se reconnaîtra les gens qu'on a Clonk, comme ça, dans la rue. À demain.